Sonia Po, merci à vous pour votre soutien spécial. Merci à vous, mes amis. J'ai mis à la disposition de tous les lecteurs de mes pages Facebook, de ma page Facebook habituelle, Franklin Yamsiwa Cameroun, toute une série de documents sous le post dans lequel j'ai annoncé cette conférence. Ces documents-là permettront à ceux qui veulent approfondir, vraiment d'approfondir. Vous y trouvez des articles, vous y trouvez des références d'ouvrages sur le golfe de Guinée. Ceux qui veulent vraiment être des spécialistes avancés, pas complets, parce qu'il n'y a pas de spécialistes complets du golfe de Guinée, peuvent s'approprier la bibliographie que j'ai mise à la disposition des citoyens sur ma page, notamment sous l'article d'annonce de cette conférence. Qu'est-ce que c'est que le golfe de Guinée? Le golfe de Guinée, c'est une partie de l'océan Atlantique qui s'enfonce en coin vers le centre du continent africain. Il est situé à l'ouest de la partie centrale de l'Afrique et il lui donne, un peu au nord de l'équateur, une longue façade est-ouest balayée par les alizés. C'est la côte de Guinée. Je vais vous montrer une carte. J'ai fait afficher une carte de cette partie du monde que je vais quand même montrer en direct ici, de la manière la plus simple possible. Voilà, une carte du golfe de Guinée. C'est cette partie du monde. Je la rapproche ici de la caméra côté Facebook. Vous voyez, le golfe de Guinée, c'est cette partie du monde. Et je vous la rapproche ici de la caméra du côté YouTube. Je montre une carte générale de l'Afrique pour que tout le monde voit la zone dont nous parlons. La zone dont nous parlons, même si la carte pourrait vous paraître inversée de l'autre côté, c'est cette zone-ci. Vous savez, à l'intérieur là. C'est littéralement dans ce creux-là, cette zone-là qu'on appelle le golfe de Guinée. Je vous montre aussi ici la carte pour que vous voyez bien la zone que l'on présente, que on appelle le golfe de Guinée. C'est cette zone-là, le creux, hein, à l'intérieur, pour ainsi dire, du ventre de l'Afrique, ce creux-là, qu'on appelle le golfe de Guinée. Bon, maintenant, nous allons entrer dans un peu plus de détails. Le golfe de Guinée a une superficie, il a une superficie de 2,35 millions de kilomètres carrés. C'est une zone qui a une superficie de 2,35 millions de kilomètres carrés. Alors, maintenant, je vais aller voir quelques spécialistes qui ont travaillé sur l'affaire et qui nous ont vraiment publié une mine d'or d'informations sur le golfe. Écoutez, ce que dit ici, je vais citer l'article 2. La région du golfe de Guinée est l'une des plus pétrolifères au monde. C'est la seconde province mondiale en matière d'énergie, après le Moyen-Orient. Elle emmagasine une réserve prouvée de 24 milliards de barils avec une production de 5 millions de barils jour sur les 9 millions que produit le continent africain. Le golfe de Guinée recèle sous ses eaux 8% des réserves mondiales de pétrole. Cette richesse énergétique constitue un enjeu géostratégique majeur. La zone fournit 40% du pétrole consommé en Europe. Le golfe de Guinée fournit 40% du pétrole consommé en Europe. Vous, Africains qui marchez en Europe, quand vous voyez les stations d'essence, rendez-vous compte que presque la moitié de ce qui est vendu dans les stations d'essence vient d'Afrique. J'ai parfois demandé à des gens qui m'avaient marqué un peu de mépris ou de condescendance en Occident, de me dire si ils pouvaient se comporter de la sorte avec moi s'ils étaient sûrs que je serais capable de leur couper le courant. Ça fait rire. Une fois, quelqu'un dans un train m'a demandé comment vous me dites que vous seriez capable de me couper le courant. Bon, je lui ai dit, bon, parce que l'énergie électrique que vous avez en France vient de l'exploitation de l'uranium de mon continent natal, l'Afrique. Imaginez que les Africains aient une instance de coordination de leur offre énergétique vers l'Europe et qu'ils vous coupent l'uranium. Si nous étions capables de vous couper l'uranium, nous, Africains, ne serait-ce que pendant 3 jours, est-ce que vous pourriez me parler comme vous me parlez actuellement dans le train? Ils étaient KO. Hein? Et je continue, je dis, est-ce que vous savez que les stations d'essence, vous voyez les stations d'essence là?
Eh bien, 40 à 50%, presque la moitié, parce que vous ne déclarez même pas tout ce que vous prenez dans le sol africain, au moins la moitié du carburant avec lequel roulent nos voitures, là, actuellement en Europe, pas seulement en France. Est-ce que vous savez que ça vient du sous-sol africain? Est-ce que vous me parleriez comme ça si nous étions capables de vous couper le pétrole? De vous enlever 40% de votre fourniture de pétrole, rien que pendant 3 jours. Est-ce que vous savez que l'une des plus grandes crises géopolitiques et géostratégiques du monde, c'est celle des années 73, quand les pays de l'OPEP, et notamment les pays du Moyen-Orient, ont suspendu leur livraison de pétrole à l'Occident, asphyxiant l'économie occidentale et provoquant une crise économique. Est-ce que vous le savez? Alors, moi, je fais partie de ces Africains qui ont la culture suffisante et qui ont une conscience suffisante de leur puissance. Je fais partie de ces Africains, lui disais-je à cette personne-là qui me manquait de respect dans un train, ces Africains qui sont conscients d'être extrêmement riches. Les Africains ne sont pas pauvres, ils sont appauvris. Tous les Africains sont extrêmement riches. Ce sont les hommes les plus riches au monde. Et il faut vous dire que désormais, sur la planète, vous rencontrerez des Africains, même en rayon, mais convaincus, mais objectivement convaincus, argumentativement convaincus, scientifiquement convaincus d'être les hommes les plus riches au monde. Capables de vous le prouver. Alors, quelle que soit la Rolls-Royce dans laquelle vous roulez, quel que soit, je ne sais, le bien matériel que vous revendiquez, n'oubliez jamais qu'un Africain cultivé, conscient de la richesse inouïe de la terre sur laquelle Dieu nous a fait naître, ne se sentira jamais inférieur à vous pour des raisons matérielles. Nous venons d'une civilisation où la hiérarchie est une hiérarchie morale, pas matérielle, elle est morale. Et l'un des sages, effectivement, de l'Occident dit que, et de la Judée dit que c'est à celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui s'élève sera abaissé. Une mauvaise compréhension de cette affaire invite certains au masochisme. Non, ce n'est pas ce que le Christ veut dire. Il veut dire que la vraie hiérarchie humaine est une hiérarchie dans la qualité de justice et de vérité. C'est une hiérarchie dans la qualité d'amour qui fait qu'un être humain soit présenté comme humain. Mais ce n'est pas parce que nous sommes pauvres. Matériellement, nous sommes immensément riches et gravement appauvris. Et la prise de conscience de cette richesse matérielle extraordinaire et de notre capacité à utiliser notre pensée, notre réflexion pour en faire l'usage le plus juste et le meilleur pour nous-mêmes et toutes les générations futures, va refaire de nous les phares de la planète. Oui, c'est comme ça que j'ai conclu ce jour-là. Donc voilà, je vous parle du golfe de Guinée. On continue. La zone fournit 40% du pétrole consommé en Europe. Pourtant, l'Africain est l'être humain le plus expulsé d'Europe, n'est-ce pas? Mais la zone fournit 40% du pétrole européen. 40%. Et on sait qu'elle fournira dès 2015 le quart des besoins des États-Unis en la matière. C'est-à-dire que le golfe de Guinée fournira le quart des besoins des États-Unis en matière de carburant. De ce fait, la région est en proie aux convoitises des puissances étrangères, dont les investissements, tous confondus, sont estimés aux horizons 2020 à 50 milliards de dollars. Les richesses halieutiques complètent ce tableau. Les richesses halieutiques complètent ce tableau avec une capacité de 600 000 tonnes par an. Voilà, j'ai mis à votre disposition ce document de recherche qui a été publié sur les richesses du golfe de Guinée. C'est un document, je vous cite l'auteur, parce qu'il faut faire preuve ici de respect. Ce document est publié par un chercheur des Nations Unies qui s'appelle Abdelhak Bassou, et il est intitulé « La mer du golfe de Guinée, richesse, conflit et insécurité ». Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. Vous êtes en train de toucher du doigt la deuxième zone la plus riche de la Terre, en pétrole. Et c'est une zone encore qui est plus riche que l'autre parce qu'elle possède des produits halieutiques. Le Moyen-Orient n'atteint pas le golfe de Guinée en richesse halieutique, donc tout ce qui est du domaine des êtres vivants dans la mer. Poissons, toute forme de crustacés, etc. Bon, je continue à vous faire découvrir le golfe de Guinée. Continue à vous faire découvrir le golfe de Guinée.
J'ai pris un deuxième extrait que j'ai publié. Hop. Toujours sur ce golfe de Guinée. Hop. Voilà. Hop. OK. Maintenant, je vous lis un extrait d'un article qui a été publié sur le site cetri.be, un article de recherche scientifique également sur le golfe de Guinée. Je vous donnerai le nom de l'expert et le site de référence, qui était un site scientifique de qualité. L'article, je vous cite un sous-titre qui s'intitule « Une région riche en ressources naturelles ». Le golfe de Guinée est une zone richement pourvue aussi bien en ressources renouvelables qu'en ressources non renouvelables. Pour ce qui est des ressources renouvelables, le golfe de Guinée compte une riche biodiversité, tant en ressources halieutiques que forestières. Par exemple, au niveau des ressources halieutiques, les eaux du golfe de Guinée comprennent les langoustes, les thonidés, les ressources démersales et les ressources pélagiques. Le Fonds alimentaire mondial évalue à 200 000 tonnes pour les espèces démersales et pélagiques, entre 400 000 tonnes pour les espèces thonidées. Au Gabon, le potentiel de capture annuel est de 220 000 tonnes par an pour les espèces démersales et semi-pélagiques, 237 000 tonnes par an pour les espèces pélagiques et 550 000 tonnes par an pour les thonidés. Les valeurs de production halieutique, toutes espèces confondues dans le golfe de Guinée, sont énormes. En les prenant au cas par cas, cela donne des statistiques incroyables. Nigeria, 293 000 tonnes en moyenne par an. Angola, 177 000 tonnes en moyenne par an. Cameroun, 55 000 tonnes en moyenne par an. Gabon, 31 000 tonnes en moyenne par an. Congo, 22 000 tonnes. Congo, Brazzaville, 22 000 tonnes en moyenne par an. Congo RDC, 5 000 tonnes en moyenne par an. Sao Tomé et Principe, 3 500 tonnes en moyenne par an. Guinée équatoriale, 2 500 tonnes en moyenne par an. La pêche maritime serait donc une activité cruciale pour les économies des pays du Golfe de Guinée. Quant aux ressources forestières, la région recèle d'énormes quantités de forêts. 5 des 8 pays du Golfe de Guinée, qui font partie du bassin du Congo, disposent d'importantes couvertures forestières et sont considérés comme des pays majeurs du bassin du Congo, deuxième massif forestier au monde après l'Amazonie. Et on cite donc les pays du Golfe de Guinée avec leur taux de couverture forestière. L'Angola a 47% de forêt, le Cameroun 42% de forêt, le Congo, les deux Congos, non, le Congo Brazzaville 66% de forêt, le Gabon 85% de forêt, la Guinée équatoriale 58% de forêt, le Nigeria 10% de forêt, la RDC 68% de forêt, Sao Tomé et Principe 28% de forêt. Source, Banque mondiale en 2010. Et on continue. À ces ressources renouvelables dont sont pourvus les pays du Golfe de Guinée s'ajoutent les ressources non renouvelables constituées pour la plupart des minerais et des hydrocarbures. En effet, de nombreuses recherches ont révélé que la région est riche en potentialités minières, qu'il s'agisse des minerais solides comme le fer, le cuivre, le zinc, le nickel, l'aluminium, le cobalt, le coltan, le manganèse, etc., ou des terres rares. Les sols et sous-sols des 8 pays qui composent la Commission du Golfe de Guinée sont dotés de ces minerais encore peu exploités. Si l'on s'en tient aux réserves estimées, c'est notamment le cas du cuivre, du cobalt et du coltan en RDC, de l'aluminium au Cameroun et du manganèse au Gabon. Outre les minerais que recèlent les sols et sous-sols du Golfe de Guinée, les eaux de cet espace sont aussi gorgées de gaz et de pétrole. Les pays producteurs de pétrole du Golfe de Guinée en 2013 sont le Nigeria, l'Angola, la Guinée équatoriale, la République du Congo, le Gabon, le Cameroun, la République démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe. Source, Jeune Afrique, de janvier 2015. Alors, c'est donc au regard de toutes ces ressources naturelles que la région du Golfe de Guinée représente un enjeu pour les grandes puissances, notamment les États-Unis. En effet, la région est riche d'éléments naturels qui sont au cœur de la géopolitique mondiale du XXIe siècle. Point, fin de citation. Je viens de citer un article de cetri.be et je vous cite l'auteur, car il faut respecter le droit d'auteur des chercheurs. L'auteur de cet article bien fouillé que je salue,
pour la qualité de son travail. L'auteur de cet article bien fouillé. Je remonte ici pour vous donner son nom, dont j'ai cité l'extrait et qui a l'avantage hop. Alors, je crois que l'auteur s'appelle Jonathan Ndutumengome. Terrorisme et piraterie, quelle sécurité pour les mers du golfe de Guinée. Jonathan Ndutumengome. Alors, c'est le principal nom que j'ai trouvé. Je demande éventuellement s'il y avait plutôt un groupe d'auteurs qui ont écrit. À ce groupe d'auteurs, de m'excuser d'avance, je n'ai pas pu retrouver immédiatement la liste complète. J'ai le nom de M. Jonathan Ndutumengome que je salue. Bon, alors, très bien. Mes chers amis, je viens de vous présenter une région du point de vue de sa situation actuelle et de son potentiel. Mais j'espère que vous savez que cette région souffre également d'un phénomène terrible. C'est que les États de la Commission du Golfe de Guinée s'avèrent jusqu'ici incapables d'assurer la sécurité dans cette partie du monde. D'abord, ils s'avèrent incapables d'assurer la sécurité, d'abord parce que ce sont des États bien souvent, en fait, qui souffrent d'un déficit de démocratie en leur sein, qui souffrent de l'absence d'état de droit en leur sein, sont des États corrompus, par conséquent, qui ne savent pas gérer efficacement les moyens publics pour la sécurité de leur population et de leur espace, mais qui plus est, comme la zone est immensément riche, elle est l'objet de rivalités entre ces États. En témoigne le fameux conflit de Bakassi qui a opposé pendant de très longues années le Nigeria et le Cameroun. C'est un conflit qui a lieu à l'intérieur, justement, de ce golfe de Guinée. Et, en fait, des conflits, des litiges entre les États, comme par exemple celui qui est apparu entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, sont assez fréquents. Premier point. Élément numéro 2, à cause de la faiblesse sécuritaire des États, de la faiblesse démocratique des États, à cause de la corruption de ces États-là, qui sont bien souvent des pseudo-démocraties et même tout simplement des dictatures. Les populations ont vu un certain nombre de franges marginales de leur société développer et s'engager dans la délinquance et le grand banditisme. Au point que dans le golfe de Guinée, opèrent de nombreux groupes de bandits, de nombreux groupes de pirates, qui sont une source d'insécurité pour tous ceux qui, de près ou de loin, exploitent dans des conditions relativement légales et légitimes les richesses de la région. Donc, c'est un véritable coupe-gorge, le golfe de Guinée. Mais pour bien illustrer ce que je vous dis, je voudrais maintenant vous inviter à écouter avec moi un documentaire de quelques minutes où vous allez voir qui est-ce qui s'implique pour sécuriser le golfe de Guinée. Qui prend la tête de la sécurité du golfe de Guinée. Où vous allez voir que déjà, ne serait-ce que pour la gestion de la sécurité d'une région qui fait partie de leur précaré, les États africains ont en fait de facto abandonné la sécurité maximale du golfe de Guinée aux grandes puissances occidentales. Je vais vous montrer à présent un court documentaire qui l'illustre à merveille, où l'on voit la difficulté dans laquelle nous sommes, et cela nous permettra de conclure la deuxième partie de cette conférence. Je vous montre maintenant ce documentaire. Hop. Je l'ai mis là. Parmi les documents que j'ai cités, hop, je vais remonter. Excusez-moi, le temps de vous le ramener ici. Voilà. C'est ce documentaire-ci que je vais vous montrer. Je vous mets un haut-parleur pour que vous l'écoutiez bien. Excusez-moi, je vais trouver une source d'énergie pour que nous ne soyons pas interrompus pendant la diffusion. Hop. Du Cameroun, un des États bordant ce qui est devenu la route maritime la plus dangereuse au monde. Nous allons prendre contact avec vous, restez à l'écoute et ensemble.
Au large du port de Douala, une patrouille sur le qui-vive. À bord, des commandos de forces spéciales camerounaises en première ligne face à une menace croissante, les pirates du golfe de Guinée. Nous sommes à une quinzaine de kilomètres des côtes du Cameroun, un des États bordant ce qui est devenu la route maritime la plus dangereuse au monde. Nous allons prendre contact avec vous, rester à l'écoute et en stand-by pour les instructions. Parlez. Avec son unité d'élite, le lieutenant-colonel Yves Béat veille sur des dizaines de navires à l'arrêt. Une position statique qui les rend vulnérables aux attaques de pirates. Les pirates qui opèrent dans cette zone, on le sait, sont de plus en plus armés, mais ils sont aussi très ingénieux. Le kidnapping avec demande de rançon pour les pirates est le mode d'action privilégié parce qu'il est très facile d'emporter quelques individus sur de petites embarcations que de s'échapper avec un conteneur. Une surveillance 24 heures sur 24, y compris sur le pont des navires pour empêcher toute attaque. Le lieutenant-colonel Béat se rend à bord de ce navire panaméen pour assurer cet équipage. Notre chaîne de commandement veut que nous soyons sur le terrain. C'est pour ça que vous nous voyez tout le temps, pour nous assurer que tout va bien. 95% des prises d'otages de marins dans le monde ont désormais lieu ici, dans le golfe de Guinée. De quoi pousser les armateurs à transformer leurs navires en bunkers. À bâbord comme à tribord, des dizaines de mètres de barbelés pour tenter d'empêcher les pirates de monter à bord. Et au cas où ils y parviendraient quand même, le chef de la sécurité a prévu un ultime refuge. Voici notre citadelle. Donc c'est ici que l'équipage vient se cacher. Nous avons assez de nourriture, de l'eau et toutes les installations là derrière moi. En cas d'attaque de pirates, c'est uniquement dans cet endroit qu'on peut se mettre à l'abri. Ce bateau a déjà été attaqué par des pirates il y a 3 ans au large du Nigeria. Comme vous pouvez le voir sur le bateau, cette partie-là a reçu 3 balles. Mais ils n'ont pas réussi leur coup, parce que nous avions des hommes armés à bord ce jour-là. Des pirates difficiles à traquer dans ce golfe de Guinée qui s'étend sur 5700 km. Une aire qui regorge de champs pétrolifères, des plateformes où vivent et travaillent de nombreux expatriés. Autant de cibles potentielles pour des bandes criminelles de cette côte ouest africaine où nombre de groupes armés, de trafiquants et de rebelles se financent grâce aux rançons estorquées aux armateurs. Les pirates qui ont souvent été interpellés sont de nationalités diverses. Il y a des Nigérians, des Gabonais, et même des étrangers. L'activité dans les champs pétrolifères a augmenté et cela a attiré beaucoup de pirates. Ce qui nous oblige à être plus vigilants et plus regardants sur la nature des bateaux qui traversent les eaux camerounaises. Depuis le déploiement de son armée d'élite, le Cameroun a connu moins d'attaques de pirates que d'autres pays voisins. Mais cette accalmie est aussi due à une débauche inédite de moyens militaires, comme cette base flottante installée en plein champ pétrolifère. Plusieurs centaines de soldats y assurent des missions de sécurité et de renseignement. Ce jour-là, le lieutenant-colonel Yves Béat est venu inspecter ce dispositif avec le commandant de la base. Nous avons 4 Defenders, 3 pour la patrouille ici et un Defender en réserve Orion. Ces dernières années, des dizaines de pirates ont été capturés ou tués par ces militaires. Mais l'armée a aussi perdu des soldats dans cette guerre face à des pirates de mieux en mieux équipés. En novembre 2010, nous avons connu une attaque dans le champ. Nous avons perdu 3 valeureux soldats, 2 personnels civils. En 2011, nous avons intercepté des pirates dans le champ. Nous avons neutralisé 20 pirates, une embarcation coulée. Et de 2011 jusqu'à ce jour, tout est sous contrôle, ce qui montre à suffisance que le dispositif fonctionne. Pour vaincre les pirates dans ce golfe de Guinée, les plus grandes compagnies maritimes réclament désormais une coalition militaire internationale, comme celle qui a été mobilisée pendant des années au large de la Somalie, dans le golfe d'Aden. Pour l'instant, cet appel au secours est resté sans réponse. Bon, dans ce bref reportage que je vous ai fait écouter, c'est la dernière phrase surtout
c'est la dernière phrase surtout que je voulais vous faire méditer. Premièrement... Bonjour monsieur. Merci les gars. Eh ben, vous savez que ça fait plaisir de vous. Dans le reportage que je viens de vous faire écouter, c'est la dernière phrase, disais-je, mes chers amis, que je voulais vous faire écouter. À savoir que les multinationales qui exploitent le pétrole, le gaz dans le golfe de Guinée, depuis très longtemps, appellent à la constitution d'une force armée internationale. Comme ces multinationales ne sont pas des multinationales africaines, elles appellent à la présence d'une force internationale constituée des puissances dont elles sont originaires. Autrement dit, les multinationales occidentales, qui exploitent majoritairement le golfe de Guinée, appellent depuis très longtemps à l'installation d'une force militaire occidentale conjointe dans le golfe de Guinée. Est-ce que vous avez compris? Bon, maintenant, nous allons donner la parole aux politiques. Vous allez entendre les politiques redire la même chose que les responsables des multinationales qui sont cités dans le reportage. Vous allez entendre quelques politiques occidentaux extrêmement intéressés par le golfe de Guinée et qui aiment tellement les Africains qu'ils ont décidé, à l'unanimité de leur propre camp et unilatéralement, de venir le sécuriser. Et vous allez voir le motif avancé pour justifier de cette volonté de projeter leurs forces dans le golfe de Guinée. Alors, donc, je vais maintenant vous lire quelques extraits des prises de position. Voici un reportage qui a été fait par Loïc Etevenard et Denis Bassompierre. Le golfe de Guinée connaît ces dernières années une hausse de piraterie. Basés dans le delta de Guinée, des groupes armés se lancent à l'assaut des navires pétroliers de la région. Il faut dire qu'elle fournit à elle seule 20% des importations pétrolières françaises. Je vous rappelle que c'est 40%, selon les chiffres actualisés. Pour défendre les intérêts de la France, le navire Dixmude participe à la mission Corembe et assure la sécurité des entreprises et des ressortissants français de la région. C'est-à-dire que dans le reportage de Loïc Etevenard, dont je vais vous montrer maintenant quelques extraits, on montre que les puissances militaires les plus importantes aujourd'hui dans le golfe de Guinée, ce ne sont pas les puissances militaires africaines, ce sont les puissances militaires occidentales. Et en particulier, ce reportage insiste sur le travail de la puissance militaire française. Lequel travail, je voudrais vous inviter à apprécier en écoutant les acteurs eux-mêmes. Parce que j'ai beaucoup appris en écoutant ce deuxième reportage que je voudrais maintenant vous montrer, qui s'intitule « À l'abordage des pirates du golfe de Guinée » et qui a été mené par Loïc Etevenard et Denis Bassompierre. Mes chers amis, ayons la patience d'écouter ce deuxième reportage et la deuxième partie de notre émission sera bouclée. Il ne nous restera plus qu'à la troisième dans laquelle je vais vous expliquer le lien entre la déstabilisation du Sahel et la déstabilisation et la volonté de déstabiliser et de contrôler en quelque sorte donc désormais le golfe de Guinée. Allez, hop, on leur donne la parole. Nous vivons sur une terre pleine de pétrole, mais on n'en touche aucun bénéfice, rien de rien. Au milieu, c'est du diesel. Là, c'est du fuel. Le dernier, c'est du pétrole brut. Voilà ce qu'on a devant chez nous. Le pétrole jaillit à gros bouillons des entrailles de la terre, mais aussi, et de plus en plus, du fond de la mer. Au large de l'Afrique de l'Ouest, le golfe de Guinée est un étrange Eldorado, où le pétrole coule à flot 24 heures sur 24. Toutes les grandes compagnies pétrolières, étrangères comme françaises, y sont présentes. Écoutez bien. C'est le sang du Nigeria, ça. Il est de cette qualité-là. Un pétrole de très grande qualité, une manne financière colossale et donc à protéger. Car l'or noir est au centre de toutes les convoitises, de tous les enjeux, dans un golfe de Guinée qui n'a jamais été aussi dangereux. La principale menace de la région, c'est eux, les pirates du XXIe siècle.
Combien d'attaques avez-vous fait l'année dernière? L'année dernière, j'ai fait au moins 15 attaques parce qu'on était en colère. Parfois, vous prenez aussi le bateau en otage pour obtenir de l'argent? Oui, quelquefois, quand on n'a plus d'argent, on détourne le bateau pour de l'argent. Un homme connaît ces pirates principalement nigérians mieux que personne pour les avoir rencontrés, Bertrand Monet. Ces 10 dernières années, il est allé là-bas plus de 20 fois au contact de ces hommes prêts à tout. La piraterie maritime dans le golfe de Guinée, c'est un sujet d'une actualité très précise aujourd'hui. Il y a de plus en plus de bateaux qui sont attaqués. Pourquoi? Parce que cette piraterie, elle vise essentiellement les bateaux qui travaillent pour l'industrie pétrolière. Cartable de professeur et silhouette de commando de marine. Bertrand Monet enseigne le management des risques criminels à l'EDEC, une grande école de commerce à Paris, mais pas seulement. Il va chercher ses infos et ses renseignements sur le terrain. Il a pris tous les risques pour ramener des images exceptionnelles, des témoignages uniques. Là, non. Ok. Merci pour vous. Pas de me braquer, mais spécialement agréable. Les pirates que j'ai pu rencontrer dans le delta du Niger sont, entre guillemets, des professionnels. Ce ne sont pas, comme on peut le voir en Somalie, des pêcheurs pirates. C'est des gens qui sont aguerris, expérimentés, qui ont une capacité à utiliser la violence. Ils sont dans une logique assez jusqu'au boutiste. En 2011, Bertrand a rencontré John Togo, l'homme le plus recherché du Nigeria. Mes cibles sont les stations de pompage, pipeline, les barges pétrolières, Nigerian Petroleum, Shell, Agip, Chevron. Ce sont mes cibles. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont eux qui créent le chaos dans le delta du Niger. Pourquoi dites-vous ça? Ils ne sont pas honnêtes. Ils ne nous donnent pas ce qui nous appartient. 10 jours après cette interview, John Togo et 10 de ses hommes sont tués par l'armée nigérienne. Mais d'autres ont pris le relais, bien sûr. Et aujourd'hui, la piraterie en mer est plus que jamais un enjeu majeur. Septembre 2016, le bâtiment de projection et commandement de la Marine nationale, le Dixmude, est en mission dans le golfe de Guinée, et ce n'est pas par hasard. Il est commandé par le capitaine de vaisseau Éric Laveau. Défendre les intérêts de la France. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Il y a énormément de compagnies françaises avec des Français dans ces compagnies, Bourbon, etc., Total. C'est quoi le dessin? Alors, le golfe de Guinée produit 20% des importations pétrolières françaises. Donc, avec des compagnies françaises dans cette zone-là. Et donc, au sein de ces compagnies, des ressortissants français auxquels on a le devoir de porter assistance le cas échéant. Le cas échéant, c'est souvent ces derniers temps. Les sociétés Total, Bourbon, ce sont des installations offshore titanesques. Une foule de navires de service et de transport et beaucoup de personnel expatrié à bord. 80 000 ressortissants français à protéger. Les intérêts de la France, donc. Ok. Mais c'est des compagnies privées. Et là, en même temps, vous êtes l'armée française, c'est pas ambigu. Comme... Les intérêts français, ici comme ailleurs, on les protège. C'est dans notre mission. C'est dans les premières lignes de notre mission. Ça fait partie de la mission. Le jour où vous aurez plus de pétrole dans votre voiture, que ce soit une compagnie française ou une compagnie étrangère, vous serez bien ennuyé. En effet. Okay. Le commandant Laveau donne ses ordres. Son second, le capitaine de frégate Arnaud, ce sont ses yeux à bord. On a l'impression qu'il est partout. Indispensable sur un navire multifonction qui concentre beaucoup d'expertise, un véritable couteau suisse. C'est même mieux qu'un couteau suisse parce que la plupart des couteaux suisses, ils sont capables de faire une seule chose en même temps. Nous, on est capable de tout faire en même temps, donc ça nous permet de projeter des forces vers la terre ou de recueillir des éléments qui sont à terre vers le bâtiment. C'est une zone qui est très dangereuse, très vite, ça fait beaucoup de bruit, il y a de la fumée. Il faut vraiment de l'expertise et du doigté pour piloter tout ça, c'est le rôle du Bosco. Débarquer des troupes et des engins, récupérer des ressortissants français à terre en cas de
Pendant qu'on est en train de conduire cette manœuvre d'enradiage, le commandant est peut-être au téléphone avec notre contrôleur opérationnel, en train de préparer quelque chose de radicalement différent. Et il sait qu'au claquement de doigts, le bateau se reconfigurera et ira conduire cette mission-là. Pour se préparer à tous les cas de figure, entraînement, exercice, cela n'arrête jamais. Voilà, mes chers amis, je vous ai montré ce documentaire sur pratiquement 7 minutes. Ces 7 minutes suffisent amplement à illustrer ce que je voulais vous montrer. Ce que je voulais montrer dans cette deuxième partie, c'est que le golfe de Guinée, en réalité, c'est la deuxième région la plus riche du monde selon les évaluations actuelles. À mon avis, c'est la première région la plus riche du monde. Parce que contrairement au Moyen-Orient, le Moyen-Orient, c'est surtout et uniquement des hydrocarbures, alors que eh bien, le golfe de Guinée, ce sont tous les hydrocarbures et en plus les produits halieutiques en quantité énorme. En réalité, on nous ment. Rien que la composition des richesses du golfe de Guinée en fait la première région la plus riche au monde. Deuxième chose, vous avez vu dans le reportage une esquisse de présence de la marine camerounaise. Vous avez vu le dispositif de la marine camerounaise pour protéger les exploitations pétrolières et protéger les navires qui se trouvent à maximum 15 km de la frontière camerounaise. C'est-à-dire pratiquement sur la frontière elle-même. Mais ce que vous avez tout de suite observé, c'est que dès lors qu'on entre dans la zone de la haute et très haute mer, ce ne sont plus les marines des pays du golfe de Guinée qui contrôlent le golfe de Guinée, ce sont les marines occidentales. Et là, vous avez vu au travail en particulier la marine de guerre française. Ce que vous découvrez là, c'est que les principaux groupes et les principales multinationales qui exploitent le golfe de Guinée ne sont pas africains. Ce que vous découvrez là, ce que vous avez bien vu de vos yeux, bien vu et entendu de vos oreilles, c'est que les principales puissances militaires qui font l'ordre, qui font régner l'ordre dans le golfe de Guinée sont d'ores et déjà, aujourd'hui même, les puissances militaires occidentales. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Le golfe de Guinée appartient aux Africains, mais le golfe de Guinée est contrôlé, sécurisé, dominé par les puissances militaires et économiques occidentales. Dites-moi, est-ce qu'on a le droit d'écrire ça comme conclusion sur cette deuxième partie? Parce que ça va faire bientôt 1h16 que vous êtes en direct de cette émission. Je veux que tout le monde ici accède à un niveau, à un certain niveau de compréhension du problème qui se pose. Vous avez vu le golfe de Guinée. Je vous ai décrit sur la base de données scientifiques les richesses inouïes de ce golfe, qui est en fait la première région la plus riche au monde. Je vous ai montré, et on a donné la parole à des officiels de pays occidentaux qui reconnaissent que la fourniture en énergie de l'Europe dépend pour 40% au moins de cette région du monde. C'est-à-dire que l'Europe dépend du golfe de Guinée. L'Europe dépend de l'Afrique subsaharienne. C'est ça que ça veut dire. L'Europe ne fonctionnerait pas comme elle fonctionne si l'Afrique subsaharienne cessait de lui fournir ce qu'elle épuise. Vous avez aussi vu que ce sont les puissances occidentales qui possèdent les armées les plus puissantes dans le golfe de Guinée. Et vous pouvez en déduire que les richesses naturelles qui sont extraites par les multinationales occidentales dans le golfe de Guinée ne sont pas contrôlées par les pays africains. Car les pays africains n'ont pas les moyens militaires de surveiller les multinationales occidentales qui sont protégées par les armées surpuissantes de l'Occident. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, en fait, nous sommes là, très clairement, dans le cas d'un processus d'expropriation, de dépossession. On est là dans un processus, en réalité, d'accaparement des richesses africaines par les puissances occidentales. Et dans un contexte où les puissances africaines sous-régionales elles-mêmes, malgré toutes les organisations qui les rassemblent, ne se sont pas donné les moyens de se doter d'une force, d'une capacité sécuritaire commune, d'une capacité sécuritaire conviviale, d'une politique d'exploitation commune de ces richesses permettant le développement de la sous-région.
abandonnant les populations de cette sous-région à la débrouillardise et par conséquent à la délinquance, qui est le terreau du développement de la piraterie. Car les pirates que vous avez vus ne sont rien d'autre que des Nigérians, des Camerounais, des Ghanéens, des Ivoiriens, des Libériens, des Gabonais, des Équato-Guinéens, des Congolais, qui n'ont pas pu être convenablement éduqués, convenablement insérés dans le système social, économique, culturel et politique de leur pays, et qui se sont reconvertis donc dans les marges de l'économie de haute criminalité qui se déploie dans le golfe de Guinée. Et ici, la hiérarchie des hauts criminels, c'est d'abord les grands pilleurs, les multinationales qui sont protégées par les armées occidentales. Ce sont eux les grands pilleurs. C'est ça la hiérarchie. Ensuite, il y a les petits pilleurs, les États corrompus du golfe de Guinée, dirigés par des dictateurs, comme ceux du Congo, du Cameroun, du Gabon, du Togo, de Côte d'Ivoire. Ces dictateurs-là, qui n'ont jamais clairement déclaré les ressources pétrolières et gazières de leur pays, dans lesquelles ils se sont servis abondamment avec leurs familles et leurs amis en tout pays, ne sont pas capables de mesurer la chance qu'ils ont d'avoir le golfe de Guinée qui est capable à lui tout seul de relever toute l'économie africaine. Mes chers amis, donc nous avons fini la deuxième partie de cette démonstration. Vous avez vu que actuellement même, ce n'est plus l'Afrique qui contrôle le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée est déjà sous contrôle occidental. Le Cameroun, on le voit, s'est doté d'une marine. Mais toute la sous-marine du golfe de Guinée, on sait qu'elle est contrôlée par les Occidentaux. Elle est contrôlée aujourd'hui par la puissance française, elle est contrôlée par la puissance américaine, lesquelles puissances et la puissance britannique qui possède l'essentiel des sous-marins de cette zone et qui possède des navires de guerre, des moyens de combat maritimes supérieurs à tous les pays de la sous-région et par conséquent, qui simplement par leur présence empêchent et intimident les pays de la sous-région qui aimeraient contrôler au détail l'activité des multinationales. Si j'avais le temps, je vous montrerai des vidéos d'officiels congolais, camerounais, équato-guinéens témoignant des conditions d'exploitation du pétrole africain dans le golfe de Guinée. Vous auriez pitié des Africains si vous entendez les témoignages de ces responsables qui vous disent « Nous ne savons pas la quantité de pétrole qui est tiré de notre sol. Nous ne savons toujours pas la quantité de gaz qui est tiré de notre sol. » Parce que quand on va là-bas, en fait, on est en territoire étranger puisque c'est sécurisé par les forces armées des grandes puissances occidentales. Toi-même, un ingénieur pétrochimiste camerounais, un ingénieur pétrochimiste congolais, nigérien, ivoirien, toi-même, si on te nomme ingénieur pétrochimiste chargé de l'évaluation d'une équipe, avec une équipe d'évaluation, et que tu ailles en haute mer, et qu'en haute mer, tu traverses 2, 3, 4 navires, un navire de guerre français, hyper armé jusqu'aux dents, un navire de guerre britannique, hyper armé jusqu'aux dents. Quand tu avances, tu tombes sur un sous-marin américain énorme, effrayant, on te les montre même d'ailleurs, pour te montrer que tu es déjà dans un terrain que tu ne maîtrises plus. Est-ce que quand tu arrives sur la plateforme pétrolière, est-ce que tu peux avoir, comme on dit à Abidjan, le cœur, est-ce que tu peux avoir cœur de vouloir calculer exactement combien ils ont pris? Parce que ton objectif, c'est de rentrer à Abidjan, c'est de rentrer à Douala, c'est de rentrer à Pointe-Noire, voir tes enfants. Comme on dit chez nous, tu veux voir grandir tes enfants. Donc, quand tu t'en vas là-bas, tu abandonnes toutes tes notions de calcul, tu abandonnes toute ta rationalité et tu fais au mieux ce que les maîtres du lieu, c'est-à-dire ceux qui se sont appropriés le golfe de Guinée, avec la complicité de nos chefs d'État vassaux, de notre élite politique vassale d'Afrique, te dictent. Voilà pourquoi ils peuvent se permettre de dire que c'est 20% des ressources pétrolières en France qui sont prises dans cette zone. Parce que, mais qui évalue, qui compte le nombre de barils? C'est encore eux. Vous avez affaire, je vous le dis, avec le golfe de Guinée, à la région la plus riche du monde. Et l'Afrique est le continent le plus riche du monde. Bon, maintenant que la rivalité s'aggrave en Eurasie entre le bloc russo-chinois d'un côté et le bloc de l'OTAN, dirigé par les États-Unis de l'autre, la voracité de toutes les puissances en matière de ressources naturelles fait que ces puissances
sont en train de lutter pour se positionner en Afrique. Alors, ce qu'on observe, c'est ce dont nous allons parler dans la troisième et dernière partie de cette conférence. Dans la troisième et dernière partie de cette conférence, je vais vous montrer que l'on veut utiliser la Libye de la poussée terroriste pour installer carrément, comme on l'a fait dans tout le Sahel, sur toute la ligne du Sahel, on veut installer désormais sur toute la ligne du Golfe de Guinée, sur toute la côte du Golfe de Guinée, depuis le Libéria, la Guinée-Bissau, même depuis le Sénégal, jusqu'en Angola, on aimerait installer des bases militaires, on aimerait installer des bases militaires occidentales, des bases militaires de l'Alliance Atlantique, pour pouvoir surveiller de plus près encore l'exploitation des ressources extraordinaires de cette région qui est la plus riche du monde. Je vais vous montrer dans la dernière partie de cette conférence que l'alibi qu'ils ont trouvé, c'est que le Golfe de Guinée serait désormais menacé par les terroristes. Comme par hasard. C'est exactement l'alibi qui a permis aux armées occidentales, aux armées de l'OTAN, de s'installer tout au long de la bande sahélienne. Et on nous le ressort depuis 2 ou 3 ans, de manière répétitive. Il nous faut sécuriser le Golfe de Guinée. C'est l'objet de la dernière partie. Je vais vous montrer que la stratégie utilisée pour militariser le Sahel est la stratégie qu'on veut utiliser actuellement pour militariser à outrance au profit des grands occidentales, le Golfe de Guinée. Ce qui était le but de cette conférence, son point de chute. Un peu de musique, mon cher Faso, avant de lancer la dernière partie.